Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle rencontre C'est Positif. Aujourd'hui, c'est une journée importante pour le CAUE de l'Anjou, partenaire de Novabuild et co-organisateur de cette revue de projet C'est Positif. C'est pour ça que je donne tout de suite la parole à Jean-Pierre Ducos, son directeur. À toi la parole, Jean-Pierre. Merci Pierre-Yves, bonjour à tous. Tout d'abord, tous mes remerciements à l'équipe Novabuild et à son directeur d'être fidèle à ce rendez-vous avec les CAUE sur les revues de projet qui associent les CAUE des Pays de la Loire à travers son union régionale et qui propose donc ces revues dans les différents départements où sont présents les CAUE. Alors c'est vrai que c'est une configuration un peu particulière puisqu'on avait initialement prévu de jumeler cette revue avec notre assemblée générale qui aura lieu à 18h. Mais voilà, le contexte sanitaire obligeant une prise de distance, les deux événements auront lieu en visioconférence. Donc, on va s'adapter et faire au mieux, mais je sais que Pierre-Yves et ses équipes ont l'habitude de ce type d'exercice, donc ça devrait très bien se dérouler. Alors, merci Jean-Pierre. Alors effectivement, on a pris tous l'habitude de basculer des rencontres en visio quand elles étaient prévues en présentiel, parfois même l'inverse, et parfois de basculer le premier projet qu'on voulait présenter en deuxième projet pour des raisons techniques. Un petit mot en introduction qui vaut pour les deux projets sur ce que c'est que cette revue de projet C'est Positif. D'abord, c'est un partenariat maintenant qui date depuis 3 années entre Novabuild, l'Alliance HQE-GBC et l'Union régionale des CAUE, donc en l'occurrence aujourd'hui avec le CAUE du Maine-et-Loire. Et notre objectif est de faire progresser ensemble les acteurs de la construction, quel que soit leur corps de métier, à partir d'un projet, pour avancer vers une construction durable. C'est positif et se fait suite en général à un projet présenté dans un appel à contribution. L'appel à contribution a lieu en permanence et donc je m'adresse à vous tous, vous toutes en tant que participants. Vous pouvez nous déposer à Novabuild un projet, qu'il soit en phase de programmation conception, en phase de livraison ou en phase d'exploitation, mais que ce soit aussi des bâtiments. Là, tout à l'heure, on va examiner deux bâtiments, mais ça peut être aussi des infrastructures ou des aménagements. Et puis, comment ça se passe? Bien, vous allez le voir tout à l'heure, on a une intervention d'une vingtaine de minutes par les porteurs de projet. Et puis ensuite, 3 experts qui auront examiné le projet en amont viennent challenger le participant avec vous, toutes et tous dans la salle qui êtes invités à poser des questions. Et puis ensuite, nous ferons voter les participants pour vérifier si vous pensez que ce projet peut rentrer dans le panorama de la construction durable des Pays de la Loire. Et donc, si vous, demain, vous voulez déposer un dossier, vous bénéficierez aussi d'une communication. Il y aura un communiqué de presse qui est établi et puis le projet sera mis en ligne sur le site de Novabuild notamment. Alors, les experts, je vous le disais à l'instant, les 3 partenaires de C'est Positif désignent chacun un expert. Vous avez les noms des 3 experts, vous les entendrez tout à l'heure. Alors, William Matalou, pour des questions aussi dues aux questions sanitaires, ne peut pas être avec nous pour le moment, mais il a travaillé avec ses 2 collègues, Jean-Pierre Ducos et Romain Marten, à analyser, prendre du temps pour comprendre le projet qui va vous être, les 2 projets qui vont vous être présentés. Et nous utilisons un cadre de référence. Il faut bien avoir une grammaire, quelque chose pour décortiquer sur quelle base. Et donc, on le fait sur la base de le cadre de référence de HQE, qui est une grammaire assez parlante pour évoquer tous les sujets autour de la construction durable. Donc, nous devions commencer par la résidence du Mont-d'Urville. Vous allez me voir balayer les slides rapidement et on va aller chercher le deuxième projet, le projet de Podelia. Alors, excusez-moi, je balaye ce PowerPoint. Vous retrouverez tout ça tout à l'heure dans quelques secondes. Enfin, dans 1 heure, puisqu'on donne 1 heure en tout, 20 minutes d'intervention, et puis ensuite 40 minutes d'échange avec la salle. Donc, Pierre Grange de Podelia vient de nous rejoindre. Je crois qu'il y a aussi Jérôme de Crozet
de Frédéric Roland Architecture qui doit vous rejoindre également. À vous la parole pour une vingtaine de minutes. On le voit là, le petit schéma que vous avez en rouge, ça montre l'état du projet. Donc, a priori, c'est un projet qui est en cours de chantier. On n'a pas encore de retour d'exploitation. Ça veut dire qu'il y a, on peut avoir aussi demain, vous pourriez revenir dans un an, par exemple, avec l'exploitation et nous faire un retour de l'exploitation. Mais là, au stade où on en est, on est vraisemblablement au-delà des études et on est quasiment finalisation de chantier. À vous la parole, Pierre. Oui, tout à fait, j'espère que vous m'entendez bien. Parfaitement. Un peu d'écho, mais voilà. Donc, en effet, c'est un projet qui va être livré là au mois de juin de cette année. Je vois que Jérôme de Crozet nous rejoint en même temps. Je le salue. Et il s'agit du siège social, du nouveau siège social de Podelia. Quelques mots sur l'ambition sur ce siège avant de démarrer la présentation en tant que telle. Il faut avoir en tête que Podelia est aujourd'hui le bailleur social le plus important des Pays de la Loire qui intervient sur les 5 départements en même temps. Mais c'est une histoire finalement assez récente qui est finalement le résultat d'une fusion successive de bailleurs historiques du territoire du Maine-et-Loire, mais aussi de la Sarthe et la Mayenne depuis 2019. Et ce siège social, c'est un peu le jalon dans cette reconfiguration de Podelia au service de la région Pays de la Loire. Jalon important qui doit du coup, pour nous, écrire l'avenir tout sans jamais renier notre histoire. Et c'est pour ça qu'on l'a voulu implanter à Angers, qui est le territoire historique des sociétés qui ont fait Podelia, dans un quartier qui marque, j'allais dire, le développement de la ville et de l'agglomération de manière forte. Donc, une implantation qui est volontariste, avec des ambitions fortes sur ce projet en termes de développement durable. On en reparlera parce que il a l'ambition d'être un petit peu la vitrine de nos savoir-faire. Et puis aussi une ambition en termes de programmation, parce que on ne voulait pas un siège social qui ne soit, entre guillemets, qu'une tour d'ivoire où des administratifs dans des bureaux bien confortables piloteraient de loin l'activité de bailleur social et donc la vie de nos 26 000 clients au sein de nos logements. Donc, c'est un bâtiment qui, au-delà d'être un siège social, est aussi un bâtiment d'habitation. Jérôme de Crozet nous en dira quelques mots, mais on mixe logement social, logement en accession et logement en accession sociale sur ce projet. Donc, on a 6 400 mètres carrés de surface de plancher répartis en 3 bâtiments R+5, R+3 et 68 logements, comme je vous le disais, à vocation d'accession sociale et locatif social. Donc, on est vraiment sur un projet mixte qui, en plus, complète la programmation avec, j'allais dire, presque 2 équipements pour le quartier. Un qui est interne Podelia, qui est une agence ouverte à nos clients, et l'autre qui est tourné vers le quartier, qui est une boulangerie. Le projet, je disais, est dans un quartier important qui est le quartier de la gare Saint-Lô, qu'on voit ici sur cette photo. Alors, depuis, il y a beaucoup de choses qui ont été construites dans ce secteur-là, mais en fait, on a la gare d'Angers qui est de ce côté-là des voies. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, d'ailleurs, quand j'anime. Donc, qui est au nord des voies. Et donc, nous, on est au sud des voies, dans la parcelle en pointillé, face à un parc. Qui est repéré plus ou moins avec le point rouge, qui est l'entrée du parc, l'entrée nord du parc. Donc, on est sur un secteur, sur un quartier, pardon, certes d'affaires, mais qui veut aussi une mixité de vie. Le but, c'est de créer un quartier vivant et animé. Et donc, notre projet est le projet porté par le cabinet Roland et Jérôme de Crozet en particulier, travaille à cette mixité de programmation au service, bien sûr, de l'usage de Podelia, mais aussi au service de l'usage du quartier. Le contexte urbain, j'en dis quelques mots, mais je pense que Jérôme pourra le développer un tout petit peu. Comme je vous le disais, on est en toile de fond d'un parc. On est dans une mixité d'usage et de programmation. Et on est dans un bâtiment qui se veut connecté
à la ville et aux habitants de la ville. Et pour ça, il y a quelques jeux d'architecture qui sont faits à travers des percées visuelles, à travers l'intégration, j'allais dire, de l'architecture des façades. Et Jérôme, peut-être, vous pouvez en dire quelques mots plus précisément. Moi, ce que je voudrais dire, c'est quelques mots sur le projet de façon générale et sur l'approche que l'on a eue. Vous me laissez la parole combien de temps, Pierre? 3 minutes, en tout état de cause, à 16h02, vous n'aurez plus la parole et il faut absolument que vous ayez vu les 4 points qui doivent être abordés. Donc, ne prenez pas trop de temps dans la présentation générale parce que sinon, on ne pourra pas décortiquer le projet. Voilà, 2 minutes du coup. Ok, bon. Moi, je sais pas, ce serait bien de montrer une vue du projet. Moi, je n'ai pas la main sur la présentation. Bon, on a parlé d'un îlot dans lequel il y a une partie logement, une partie tertiaire. On va parler principalement, voire exclusivement, du projet tertiaire. Ce projet tertiaire, à l'origine, lors de la consultation que Podelia avait lancée pour la désignation de l'architecte, il y avait une volonté de tendre, ou en tout cas d'avoir une labellisation BBCA, donc bâtiment bas carbone. Et du coup, cette approche a orienté très rapidement et très fortement la conception du projet, et la conception du projet vers une utilisation du bois et de façon importante, et la plus importante qui soit, puisque c'est vraiment une labellisation qui tend vers le sujet du bois. Donc nous avons, et c'était vraiment au tout début du projet, nous avons pris la décision de travailler donc et d'orienter ce projet vers le bois, et d'une façon, on va dire, un petit peu particulière. Je m'explique. Souvent, les projets dans lesquels on utilise le bois sont conçus de la façon suivante. On a souvent une ossature, on va dire poteau, plancher, béton, et on vient avec des murs manteaux, habiller l'ensemble, et des murs manteaux qui sont à base d'ossature bois, etc., etc. Bon, nous on a pris d'une certaine façon le parti totalement inverse dans ce projet, c'est-à-dire que travaillant sur un certain nombre de projets tertiaires, aujourd'hui dans les projets tertiaires, on a plutôt tendance à déplafonner les espaces et à essayer d'augmenter les volumes pour augmenter la qualité des espaces et la qualité de vie des espaces qui composent les projets tertiaires. Et donc, du coup, on a pris le parti de travailler avec des planchers en bois, dans la mesure où on considérait que le bois était un matériau noble, et donc un matériau qu'il fallait montrer, mais c'est aussi un matériau qui a une forme de fragilité, dans la mesure où il est sujet aux intempéries, sujet aux agressions à l'extérieur, quand il est utilisé en bardage, par exemple, puisqu'il vieillit, en tout cas, de façon particulière, selon qu'il soit orienté au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, et donc il est soumis aux intempéries. Donc du coup, on a utilisé dans ce projet le principe d'organiser une coque qui serait plutôt en béton. Donc l'ensemble des façades sont constituées de façades en béton. L'infrastructure, bien sûr, du sous-sol et le rez-de-chaussée est constitué en béton aussi. Et tout ce qui est au-dessus du plancher haut du R+1, à l'intérieur du projet, est constitué de poteaux bois et de planchers en bois massif, en bois type CLT, qui portent des façades vers une file de poteaux. On a à l'image là une photo intérieure en cours de chantier, dans laquelle on voit donc les planchers en bois, une file porteuse, deux files de poteaux porteurs surmontés d'une poutre. Et donc, du coup, on a pris le parti d'avoir ces éléments à l'intérieur et d'utiliser de façon massive le bois dans le cadre du projet. Alors, c'est d'une certaine façon un peu l'inverse de ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'était par rapport aux murs manteaux, aux approches où l'ossature est en béton et les murs manteaux sont en ossature bois avec une vêture ensuite. Là, on est dans une approche qui est inverse. L'ossature est en béton, d'une certaine façon, elle est pérenne
et tout ce qui est soumis, on va dire, aux intempéries extérieures sont pérennes. C'est vraiment la pérennité du béton d'une certaine façon. Et par contre, tout ce qui est à l'intérieur, qui éventuellement peut être soumis à des évolutions ultérieures, est plutôt en léger. Et en léger, c'est le bois, donc les poteaux et les planchers en bois. Donc, ça nous a permis, dans ce projet, d'utiliser de façon assez massive le bois, y compris pour les charpentes des derniers niveaux. Alors, dans cette labellisation et dans l'approche aussi dans ce projet, il y avait la volonté de travailler avec des matériaux, en tout cas de favoriser, c'était une volonté de notre maîtrise d'ouvrage, de favoriser d'une part les entreprises locales, mais aussi les circuits courts et les matériaux issus de la région dans la mesure du possible. Et donc, concernant, on a réussi à avoir cette approche sur 2 matériaux phares dans le cadre du projet. Premier matériau, les planchers en bois, puisque ces planchers ont été fabriqués en Vendée. C'est l'entreprise Pifto qui a réalisé l'ensemble des planchers en CLT. Donc l'entreprise Pifto est aux Herbiers. C'est une scierie, donc elle s'approvisionne dans un rayon d'action de 3 heures autour de la scierie. Donc le bois qui compose le projet provient majoritairement des Pays de la Loire, de la région centre. Donc c'est un petit peu la Sologne, l'Anjou, parce que en Anjou vous avez des massifs forestiers dans le Baugeois qui sont relativement importants, un peu le Poitou. Donc il y a du coup une vraie approche puisque on travaille sur des matériaux locaux. Une grande partie de ce bois vient du Maine-et-Loire. Il est assemblé ou transformé en tout cas en Vendée, puis posé par une entreprise locale d'une certaine façon. Donc il y a vraiment eu cette approche de matériaux biosourcés, de matériaux durables, décarbonés, et de l'idée de privilégier les circuits courts. De la même façon, un second matériau dans ce projet intègre cette démarche assez forte. Ce sont les façades, ou tout au moins une partie des façades, puisque sur les façades principales du projet, on retrouve une vêture en briques. Et cette vêture en briques, elle vient des rairies. Et aux rairies, vous avez une société, les Rairies Montrieux, qui fabrique des briques. Vous avez des fours du 18e, qui datent du 18e siècle. Donc voilà, donc c'est vraiment, ce sont des matériaux locaux issus de filières courtes. Et en tout cas, qui nous ont beaucoup intéressés. Pardon, dans le cadre du développement de ce projet. Pour en dire quelques mots, il y a, en tout cas sur le bois, il y a 840 mètres cubes je crois 840 mètres cubes de bois qui ont été mis en œuvre dans le cadre du projet. Alors, ce sont les poteaux, les poutres, bien sûr, que l'on voyait sur les photos que je vous montrais tout à l'heure, les planchers et les charpentes qui composent le projet. Alors, ces 840 mètres cubes, en chiffres, permettent une réduction des émissions de CO2 de 338 tonnes. Alors après, moi, ce sont des chiffres, mais c'est donc nos bureaux d'études, dans l'approche avec nos bureaux d'études, des chiffres qui ont été évoqués avec nos bureaux d'études. Donc voilà, moi, ce que je peux dire, en tout cas, sur la démarche du projet. Le sujet, c'est pas l'architecture du projet, mais j'en dis juste quelques mots. Notre maîtrise d'ouvrage dans le développement du projet nous a dit en tout cas que leur vocation n'était pas de construire bien sûr un siège social, ni de construire des bâtiments tertiaires. Et donc ils souhaitaient, et le projet a été commencé il y a 4 ans déjà, ça a mis un peu de temps, la genèse a été un peu longue, mais ils souhaitaient que leur projet, dans son image et dans l'image architecturale qu'il allait mettre en scène dans la ville, ne présente pas une image archétypale de ce qu'est un bâtiment tertiaire avec, je sais pas, des très grandes surfaces vitrées, des murs rideaux ou ces approches où on va dire le bâtiment de bureau doit nécessairement ressembler à un bâtiment de bureau. Au contraire, ils nous ont demandé d'avoir une approche et d'imaginer un projet tertiaire qui, je ne sais pas si demain ce bâtiment mutera, mais en tout cas qui ne soit pas qui demain éventuellement pourrait muter et donc dans l'architecture pourrait évoluer. Et donc c'est un projet dans lequel on retrouve un rythme
de plein, de vide, de percement et de modénature dans les façades qui permet d'imaginer demain un autre usage pour ce bâtiment. Donc, et qui permet aussi de ne pas créer dans la composition globale du projet un contraste trop fort entre les parties logement du projet et les parties tertiaires qui composent la réponse architecturale sur l'îlot complet sur lequel nous avons travaillé. Donc voilà ce que je peux dire, Pierre. Je vais peut-être vous laisser continuer sur le sujet. Ouais, on dit beaucoup de choses, Jérôme. Et j'ai essayé de suivre avec le PowerPoint pour essayer d'illustrer les choses. Je vais juste compléter parce qu'on a des thèmes à aborder. Donc, sur Voilà. les termes de qualité de vie, entre autres, savoir que, en effet, ce siège social, il va accueillir 250 de nos 430 collaborateurs. Et donc, il y a une volonté, en effet, et particulièrement dans cette période de pandémie qui nous oblige à travailler souvent à distance, ou en tout cas de réinventer la manière de travailler, il y a une vraie réflexion qui a été menée sur la qualité de vie au travail et sur les espaces de travail. Donc, on a été accompagné aussi bien en phase conception que désormais en phase d'appropriation par des AMO. En phase conception, la RP Astrans qui nous a accompagnés pour concevoir la programmation. Aujourd'hui, dans l'appropriation, on a le cabinet Moswo qui anime des ateliers pour nous auprès de nos collaborateurs sur la manière d'utiliser son bureau, mais surtout sur la manière d'utiliser les nouvelles formes de bureaux qui sont proposées. On a des espaces de coworking, des espaces de détente, des lieux de rencontre informels, ce qu'on appelle des bulles qui sont des mini-salles de réunion. Bref, le but étant de faire en sorte que venir au boulot, qui n'est pas forcément une obligation tout le temps vu qu'on a le télétravail, devienne entre guillemets, aussi un plaisir. On a pour ça aussi un lieu qui s'y prête avec ce parc intérieur et puis ce parc extérieur dont on parlait tout à l'heure. Donc, on est dans une recherche, en effet, de la qualité de vie au travail. Sur le profil environnemental, je ne vais pas y revenir, si ce n'est compléter en disant que au-delà de l'utilisation du bois, il y a aussi une volonté forte de maîtrise énergétique et c'est un projet qui est relié au chauffage urbain de l'agglomération angevine, qu'on n'a bien entendu pas de système de climatisation, même si on a un système de rafraîchissement sur le projet, et que au niveau de la récupération des eaux, l'ensemble de l'arrosage du parc intérieur est fait par récupération des eaux de pluie. Ceci nous paraissait être une évidence. Bien entendu, les matériaux biosourcés, on en a parlé. Dans le management responsable, je vous disais, on a été accompagné, bien entendu, dans la conception. On accompagne aussi nos collaborateurs dans la prise en main des nouveaux outils, qui soient des outils informatiques intégrés au siège ou des outils, comme je vous le disais, des salles de travail particulières qu'on est en train de créer. Donc, encore une fois, espace de détente, espace de coworking, bulle de réunion, espace informel. Et dans le management du projet en lui-même, bien sûr, le pilotage de la conception et de la réalisation a été fait à travers un outil BIM qui a permis de, bien entendu, minimiser les déchets, les risques de fin de chantier et surtout de maximiser la coordination entre les corps d'État. Sur la performance, quelques mots pour redire qu'en effet, c'est un projet qui a été labellisé BBCA en phase conception. On espère bien l'avoir aussi en phase réalisation. Pour l'anecdote, c'est le premier qui l'a pour un bâtiment tertiaire, donc on en est assez fiers. Si je pouvais dire quelques mots de synthèse, en appuyant bien entendu sur le fait qu'au troisième point, le label, ce n'est pas le bon, il y a une vraie coquille dans le PowerPoint. On n'est pas sur un label E+C, bâtiment énergie positive, on est bien sur un label BBCA. Pour nous, c'est un projet qui est central dans la stratégie de Podelia parce qu'elle réaffirme nos valeurs d'innovation, nos volontés d'avancer vers une conception respectueuse des enjeux climatiques et environnementaux. D'ailleurs, on refonde nos stratégies environnementales dans le cadre de notre projet d'entreprise en même temps que je vous parle. On travaille sur ces sujets-là. Et puis, c'est un siège aussi qui représente nos valeurs parce que c'est un siège pour tous, pour les habitants du quartier, pour nos clients, pour nos partenaires
et bien entendu pour nos collaborateurs. Voilà. Donc, j'allais dire, il est un jalon indispensable dans la refonte de notre entreprise et voilà, il réaffirme, je pense, notre rôle d'acteur économique dans le milieu du bâtiment et dans la région Pays de la Loire actuelle. Et j'espère que ce signal positif fera des émules sur nos projets et auprès de nos partenaires. Voilà, je suis ouvert à toutes vos questions, y compris Jérôme de Crozet, bien sûr, est disponible pour cela. On a un petit peu improvisé sur la présentation, j'espère que tout était clair. C'était parfait. Au bout du compte, vous avez tout dit, même peut-être plus que ce à quoi on s'attendait. Donc, merci beaucoup à vous deux pour votre intervention. À cette étape-là, donc Jean-Pierre Ducos et Romain Marten, qui ont été membres du comité d'experts qui ont examiné votre projet, aux côtés de William Matalou, qui représentait l'Alliance HQGBC. Avant qu'ils posent leur première question, moi j'en avais une qu'on avait notée. Jérôme Descrozet est avec nous, mais on a vu qu'il y avait un deuxième architecte sur l'opération et je crois que Lionel Vier est dans la salle. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot pour qu'on soit complètement au clair et qu'on comprenne comment est-ce que vous êtes organisé? Bien sûr, effectivement, nous sommes 2 architectes dans cette opération. Alors les rôles ont été répartis de façon très simple et très claire. Pierre Grange disait au début que ce projet occupe un îlot entier, que c'est un projet mixte dans lequel il y a une partie tertiaire et une partie logement. Donc le cabinet Roland a travaillé était mandataire de l'équipe, mais s'est occupé en particulier du bâtiment tertiaire. Quant aux équipes de Lionel Vier, elles se sont occupées plus particulièrement de la partie logement. Néanmoins, il y a eu évidemment un travail préalable commun sur le projet, et d'autant plus que quand on regarde la façade principale de ce bâtiment sur le parc qui a été évoqué, et à la demande de la maîtrise d'ouvrage, c'est une façade un peu tripartite dans lequel on a 3 grands effets de nef et de toiture. Et quand on regarde bien, quand on passe devant le projet, on se rend pas compte et on imagine que c'est un seul et même programme derrière, alors qu'en réalité, 2 des nefs abritent la partie tertiaire et l'une des 2 nefs abrite, ouais, c'est très bien si on peut remontrer le premier, voilà ça. Voilà, en fait, les 2 éléments, les 2 effets de toiture côté gauche abrite la partie tertiaire et on voit le retour tertiaire sur la rue en courbe sur le côté gauche de l'image, tandis que la partie droite, ici, abrite une partie des logements et les logements sociaux en particulier, puisque notre maîtrise d'ouvrage nous a demandé de mettre sur la façade principale les logements sociaux, puisque leur vocation, c'est pas d'être maître d'ouvrage de bâtiments tertiaires, c'est d'être constructeur ou bâtisseur de logements sociaux. Donc, il s'agissait de mettre en exergue ces éléments. Et en fait, on se rend pas compte parce que la modénature de la façade est assez puissante et la modénature verticale et la silhouette est très caractéristique, mais il y a un niveau de plus dans le bâtiment à droite que dans la partie gauche du bâtiment. Et ça c'est une image, mais lorsqu'on est devant l'immeuble aujourd'hui, on s'en rend pas compte. Donc ça, ce travail, il a bien sûr nécessité un travail de mise au point et de coordination entre nos équipes architectes qui ont travaillé sur le projet avec Lionel. Voilà. Et je rebondis pour m'excuser auprès de Lionel Vier, en effet, mais d'avoir navigué entre les slides, on a sauté le slide où on présentait l'ensemble des équipes et je rappelais justement que Lionel Vier était architecte sur la partie logement en particulier et je vous mets un plan masse très rapidement pour que vous compreniez bien l'articulation entre le siège et les logements en plan masse. Et s'il veut dire un mot tout à l'heure, peut-être on le fera, on verra s'il y a un petit moment pour qu'il vienne nous rejoindre quelques secondes. Qui est-ce qui veut commencer entre Romain et Jean-Pierre? Vous vous êtes coordonnés de savoir qui a les premières questions? On ne s'est pas coordonné, mais je veux bien. Allez, Romain. Allez, j'y vais. Merci beaucoup pour cette présentation d'un bâtiment qui est extrêmement performant sur ses points de vue carbone, c'est évident. Moins 25%, vous ne le dites pas, mais c'est suffisamment significatif par rapport au niveau C2 pour le souligner.
Alors pour une première question, peut-être la question de la mutualisation. On voit que vous avez des parkings au niveau du tertiaire. J'ai pas l'impression, en tout cas vous ne mentionnez pas qu'il y en a pour les bâtiments de logement. Dans quelle mesure une mutualisation de ces parkings-là a été faite pour permettre de réduire le nombre de places entre le logement et le tertiaire? Et puis pour continuer sur cette problématique, quand on fait un petit calcul de mètres carrés par poste de tertiaire, on est à 25 mètres carrés par poste. J'ai déjà vu que des indicateurs portaient à 20 mètres carrés par poste la surface nécessaire. Est-ce que vous avez fait un travail d'optimisation de la surface, puisque moins de surface, c'est aussi moins de CO2 au global? Tu penses qu'ils seront au large, en fait, hein, c'est ça? C'est peut-être des calculs trop rapides. Hein, je veux pas. Je peux apporter les deux réponses, puis Jérôme pourra compléter sur les ratios de surface. Tout d'abord, sur la partie stationnement, on va être tout à fait clair, ça a été un vrai sujet pour nous, parce que nos collaborateurs aujourd'hui, entre guillemets, et moi y compris, hein, je me mets dedans, on a pris des mauvaises habitudes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un siège avec beaucoup de stationnement très accessible et tout le monde vit en voiture. On a beaucoup de voitures de société et de fonctions en plus. Mutualiser, forcément, ça a été au cœur de la réflexion. À l'origine, le projet avait 2 niveaux de stationnement en sous-sol. Alors, est-ce que ça a comme impact coût, mais est-ce que ça a aussi comme impact carbone? Et puis, la réflexion a été menée de se dire, est-ce que ça a du sens dans la trajectoire qu'on va prendre à 40 ans, si on ne fait pas pour les 5 prochaines années, hein, ce siège? Alors, l'idée de la mutualisation est venue sur la table, mais il faut savoir que les logements, il y a un nombre de stationnements réglementaires et il y a un besoin commercial qui est une réalité. Donc, c'est plutôt, pour être tout à fait honnête, les stationnements de la partie tertiaire qui ont été fortement impactés dans cette logique-là. On ne s'interdit pas encore, même si on n'a pas encore tout à fait trouvé la formule, de mutualiser avec les stationnements de la partie locative. La partie accession, c'est compliqué, bien entendu. Et ensuite, sur le stationnement, de manière plus large, on a lancé une grande concertation auprès de nos collaborateurs et on anime un travail sur quelle mobilité dans le travail. Voilà. Et vous avez prévu des parkings vélos? Alors, on a des parkings vélos en quantité. On a prévu aussi un certain nombre de vélos électriques et de trottinettes électriques à disposition des collaborateurs. Et on s'est dit, voilà, on a une opportunité forte. On est à quelques encablures de la gare. On a plusieurs sites secondaires à côté des gares du Mans, de Laval, voire de La Roche-sur-Yon. Et donc, on doit retravailler nos mobilités. Alors, bien entendu, on a une part de collaborateurs qui sont ni proches des trains, ni proches du tram. Il va falloir qu'ils soient dans une comobilité, soit en partageant, et on va mettre en avant le covoiturage au maximum et parallèlement, forcément, on sera dans une multimodalité de certains collaborateurs pour venir au travail. Mais c'est-à-dire que c'est quelque chose auquel on croit. Et sur la deuxième question, sur la superficie, je suppose que Romain ne cherchait pas à restreindre la superficie pour le principe, mais plutôt dans une démarche bas carbone. Est-ce que ça fait partie des réflexions d'optimiser les superficies moyennes et voilà, dans cette démarche bas carbone? Alors, on est dans la recherche d'un équilibre. On se rend bien compte, y compris dans cette période, encore une fois, où c'est compliqué d'avoir des gens sur site. Dans les périodes entre deux confinements, on a essayé de limiter les jauges de présence et c'était d'autant plus facile qu'on avait des bureaux individuels. Donc, plus on a de bureaux individuels, plus les bureaux grandissent. Et plus on a d'open space, plus la surface par collaborateur diminue. Nous, on essaye de trouver un équilibre. On a une grande majorité de nos bureaux qui sont de 2 ou 4 places. Donc, on n'est pas dans l'open space, on est dans le bureau partagé. Voilà. On a très peu au-delà de 4 places. Quelques-uns, entre autres, on a une plateforme d'appel où forcément on est plutôt dans une logique d'open space. Et on a un certain nombre de bureaux individuels quand même. Voilà. Donc, ce qui explique à peu près le ratio plus élevé. Puis, on a beaucoup travaillé aussi à proposer des espaces alternatifs. Hein, tous ces espaces de détente qu'on retrouve à chaque étage, toutes ces petites salles de réunion en complément des salles de réunion qu'on appelle les bulles, c'est aussi de la surface qui fait augmenter le ratio moyen, mais ce n'est pas forcément du bureau, entre guillemets, personnel non actif. C'est de l'espace mutualisé.
Ce que je peux juste ajouter à cette question, c'est que de la même façon, parce que ça fait l'objet aussi de discussions, enfin, est-ce que votre question elle est pertinente, c'est-à-dire le ratio moyen par collaborateur de nombre de mètres carrés, c'est effectivement une façon d'avoir une approche, une parmi d'autres, mais c'en est une par rapport à un projet tertiaire. Voilà, aujourd'hui, Podelia construit un siège et Pierre disait que c'était un siège pour 40 ans. Donc voilà, le siège, quand on le construit, il intègre aussi une trajectoire d'entreprise et une évolution d'entreprise qui aussi, à terme, se développe et est en cours de développement. Donc, ça fait aussi partie du sujet. Et d'ailleurs, vous voyez, je viens de faire un projet et c'est un nouveau, pour une société, une PME, une grosse PME, et 5 ans après avoir fait leur siège, on en refait un deuxième, quoi. Donc, ils n'ont pas vu venir et ils n'ont pas su anticiper. Alors, c'est un bien, c'est un mal, j'en sais rien. Mais voilà, là, il y a aussi cette anticipation parce qu'on est dans un milieu contraint, très urbain. On serait au milieu, dans une zone périphérique. Imaginez une future extension, c'est plus simple, c'est plus facile. Là, on est dans un îlot qui est construit sur toute sa périphérie, toute sa surface. Et ça change quand même les perspectives, la donne et l'approche par rapport à la vision dans le temps du projet. Et je rebondis sur ce que dit Jérôme. On avait 15% de marge à la conception du projet pour mettre des collaborateurs. On n'en a plus que 5 déjà, pour imaginer un peu la progression des effectifs au fil du temps. Ça fait sourire Romain, mais ça veut dire que aussi cette vision évolutive du bureau, c'est forcément quelque chose. On ne peut pas avoir des marges bas carbone si on n'a pas une vision à long terme. Ouais. On entend bien ce que vous avez dit tous les deux. Jean-Pierre, est-ce que tu n'as pas encore posé de questions? Qu'est-ce que tu peux nous… Sur quel sujet tu as envie de décortiquer un petit peu là? Plusieurs sujets au vu de la discussion. Donc, il y a un premier sujet sur lequel je souhaitais revenir rapidement. Quand vous avez évoqué le choix de la maîtrise d'œuvre, je voulais juste savoir sur quel mode de consultation et comment ce choix s'est opéré, compte tenu des enjeux affichés, du niveau de performance. Ça, c'est plutôt pour Pierre. Oui, c'est plutôt ma d'ouvrage évidemment. Et la question est bonne parce qu'en plus, je n'étais pas là à l'origine de cette consultation. Donc, forcément, et je n'ai pas pensé à ressortir cette partie-là du projet pour pouvoir en échanger. Il fallait bien, quand vous trouvez une question, vous ne pouvez pas répondre. Mais moi, je peux l'évoquer. C'est ce que j'ai dit. Jérôme peut l'évoquer s'il était là au comment. Bon. Moi, je peux l'évoquer. Est-ce que l'ambition environnementale était dans la programmation? Ah, bien sûr, ça, oui. Ça, c'est par l'architecte. Bien sûr, la programmation environnementale, elle est là depuis le début. Et ça n'a pas été un concours sur esquisse. Ça a été une consultation ouverte avec plusieurs tours sur dossier, référence, mémoire technique. À l'origine, ça a été construit comme ça. D'accord. Et d'une certaine façon, le projet, ensuite, il a été construit avec le maître d'ouvrage. D'accord. C'est un peu la deuxième question que j'avais, c'est que, à écouter votre exposé, on a le sentiment que le projet se fait en même temps que s'écrit le programme avec les équipes, les collaborateurs. Est-ce qu'il y avait déjà quand même un programme qui annonçait un certain nombre d'éléments, comme par exemple ces dimensions des espaces partagés, des cellules de travail? Est-ce que ces éléments étaient déjà écrits ou ils se sont écrits dans une discussion avec le maître d'œuvre pour justement voir comment on peut atteindre ces objectifs bas carbone en réinventant peut-être des espaces de travail auxquels des collaborateurs n'auraient pas forcément pensé? Vous voyez, c'est un peu la méthode de construction. On a l'impression qu'elle est un peu en autoconstruction au fur et à mesure que le projet a avancé. C'est un peu un mix de tout ça, si je peux me permettre, Jérôme. C'est à la fois une commande initiale. Alors, bien entendu, on est dans le cadre de la commande publique, on reste un bailleur social. Donc, en effet, il y a une commande initiale avec un cahier des charges qui est de faire un immeuble tertiaire, siège social, pour X collaborateurs. Vous avez bien compris qu'entre-temps, le chiffre a un petit peu gonflé, et tant mieux pour nous. Et dans des performances environnementales, j'allais dire, qui étaient très innovantes
au moment où a été lancée la consultation. Ça, c'est le point de départ et ce qui fait que, en effet, dans le cadre de ce concours, on a des propositions autour du bois, une proposition particulièrement ingénieuse autour de la manière de concevoir ce siège. Après, bien entendu, et encore aujourd'hui, j'aurais tendance à dire, hein, mais sur des choses mineures, à quelques semaines de la livraison du bâtiment, on est encore en co-construction des espaces. Là, on est sur la co-construction du mobilier. C'est-à-dire qu'on choisit ensemble le mobilier, on choisit ensemble les espaces de détente, comment on va les organiser, etc. Même si l'espace de détente en lui-même, il est là, on sait qu'il y aura des branchements électriques à tel endroit, un branchement à tel autre, que les fauteuils seront à un autre endroit. Mais on travaille avec les équipes, le meuble en lui-même, le canapé ou le fauteuil ou, j'allais dire, tout autre type de mobilier, on le co-construit. Et donc, il y a des choses comme ça qui sont arrivées en cours de route, comme les espaces de coworking qui ont été modifiés largement, ou la plateforme téléphonique qui a été aussi modifiée largement. Je donne un dernier exemple, désolé, mais on avait encore un système à l'origine du programme de Cartex, où tous les dossiers clients de nos locataires étaient dans cette grosse machine, hein, vous savez, à rouleau qui sort les dossiers qu'on pourra. Voilà, on avait une pièce dédiée à ça et on a décidé d'arrêter en cours de route ce principe-là et on a redonné cet espace pour les équipes et entre autres pour la plateforme d'accueil. Alors, on a quelques questions techniques. On en a eu une première sur le bois en face chantier et Jérôme de Crozet y a répondu. Alors, je crois qu'il nous a quitté un instant, peut-être pour des questions techniques. Et là, on a une deuxième question technique qui arrive sur l'acoustique. Mais on va peut-être attendre que Jérôme de Crozet revienne. Oui, alors moi, sur l'acoustique, ce que je peux dire, c'est qu'en effet, le sujet des planchers bois, la question qui est à chaque fois, c'est les bruits d'impact, en fait. Hein, Donc là, les planchers bois, ils ont une certaine masse en tant que telle, à la fois pour leur tenue au feu, à la fois pour leur tenue structurelle. Et dessus, il y a une chape, alors je ne pourrais pas dire l'épaisseur exacte, mais il y a une chape acoustique non négligeable, je ne sais pas si elle fait 7 ou 8 cm, qui permet justement de traiter ces problèmes d'impact. Très bien. J'ai vu passer le BIM dans le projet. En fait, on s'est posé la question avec les experts de l'utilité du BIM. C'était en conception, est-ce que ça a été aussi en exécution? Et vous, après en exploitation, est-ce que vous allez récupérer une maquette BIM? Alors, en exploitation, on a peu d'intérêt, voilà, très concrètement, d'avoir une maquette BIM. Et d'ailleurs, sur l'exploitation globalement, on s'interroge sur l'intérêt d'aller dans des maquettes BIM, y compris pour du logement. Par contre, en conception, en réalisation, et d'ailleurs, je vois que Lionel Olivier voudrait intervenir, je pense qu'il serait bien meilleur que moi sur le sujet. Je viens lui envoyer une invitation, donc il devrait pouvoir nous rejoindre dans quelques secondes. Voilà. Mais c'est vrai que en maintenance, d'autant plus en étant sur site avec nos équipes de maintenance, ça limite l'intérêt du BIM. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une bibliothèque numérique du bâtiment, mais de là avoir besoin de la maquette numérique. Alors, je ne sais pas s'il arrive. Sinon, sur l'évaluation des performances, vous allez mettre des capteurs, vous avez fait un certain travail pour retrouver les niveaux de performance qui vous ont été donnés en théorique. Alors, au niveau des consommations, oui, bien sûr, on va suivre les consommations. On a tout le système de double flux qui, alors là, pareil, je suis pas le meilleur des techniciens sur le sujet, mais enfin, qui est instrumenté pour pouvoir avoir tout simplement déjà le suivi de la maintenance normale, parce qu'il faut, voilà, on a des poutres climatiques dans chaque bureau avec des débits bien précis et des températures bien précises de sortie. Donc forcément, il faut que ça soit piloté pour qu'on n'ait pas de sur- ou sous-consommation et tout simplement pas avoir d'inconfort dans tel ou tel bureau. Et donc tout ça est renvoyé en termes de maintenance, en effet, sur un logiciel de gestion qui va permettre à nos équipes de maintenance de suivre nos consommations exactes. Là, on avait à l'instant une question sur le bois et l'incendie en intérieur. Bon, forcément, il y a des réglementations là-dessus. J'imagine que vous avez fait tout ce qu'il fallait pour que vous soyez dans les clous de la réglementation.
Oui. Avant de laisser la parole à Lionel, en effet, sur le BIM, sur le bois apparent, oui, c'est vrai qu'on a souvent la question sur la réglementation incendie. Alors, il faut déjà avoir en tête qu'il y a un traitement complémentaire qui est un vernis inifugé qui permet de limiter la capacité au feu de se propager sur le bois. Mais ce qui fait la stabilité du bois, en fait, c'est sa masse, c'est son épaisseur. Voilà. Et donc, en fait, on a la stabilité naturellement, on a le coup de feu, même s'il y a un traitement complémentaire sur ce bois. Et pour répondre au côté apparent, oui, il sera, les poteaux comme les planchers seront apparents dans les bureaux. Bonjour Lionel. Bienvenue. Bonjour Pierre-Yves, bonjour à tous. Bonjour. Oui, je voulais compléter un petit peu ce qu'a dit Jérôme sur le BIM et ce qu'a dit Pierre aussi, car il a eu un vrai intérêt sur ce projet. Comme nous étions sur un projet à 2 mains, à 4 mains, on va dire d'ailleurs, chacun travaillait de son côté, mais nous étions sur le même logiciel Revit et nos chargés de projet travaillaient en temps réel, sur chacun sur leur ordinateur et chacun dans leur agence, les uns pouvant voir ce que faisaient les autres. Et sans la technologie BIM, on n'y serait jamais arrivé. Ça a été vraiment très, très, très efficace. Vous étiez en BIM depuis combien de temps à votre agence, Lionel? Nous y sommes depuis 4 ou 5 ans. 4 ou 5 ans. Le premier projet, c'était la maison de quartier du Lac-Domaine, 4-5 ans. Voilà. Il y a encore beaucoup d'architectes qui sont hésitants. L'argument pour convaincre… Alors, dans un travail de partenariat, c'est vraiment d'une efficacité redoutable, si l'on travaille à plusieurs et avec les BOT, bien entendu, puisque ce que je dis entre les 2 architectes, c'est effectivement aussi effectué avec les BOT, où on travaillait en temps réel, vraiment en même temps. Le BOT mettait une canalisation ou un tuyau de VMC, on le voyait immédiatement sur notre écran, c'est absolument génial. Donc en termes de conception, c'est fabuleux. Je voudrais rajouter, tant que j'ai la parole, mais je ne la monopoliserai pas longtemps, que ça a été une expérience extrêmement intéressante que de travailler ensemble avec l'équipe de Jérôme, car c'est la première fois que nos 2 cabinets historiques collaboraient. Nous sommes plutôt d'habitude des concurrents, voire des adversaires, on va dire. En tout cas, c'était peut-être l'avis de nos parents. C'est plus le mien, c'est plus celui de Christophe, de Jérôme non plus. Et ce travail en commun était extrêmement intéressant, productif. Il nous a fait nous connaître davantage aussi entre nos 2 agences, que ce soit avec Frédéric ou Jérôme et mon frère et moi. Et ça a vraiment été extrêmement positif, d'autant plus… C'est le maître d'ouvrage qui vous a marié ou c'est vous qui avez répondu? Non, c'est nous qui avons décidé de nous marier et qui a demandé au précédent directeur de célébrer la cérémonie. Voilà. En fait, c'est une idée que j'avais. Lors de la mise en concurrence, je vais être très franc avec vous, lors de la mise en concurrence sur ce dossier, il s'agissait en fait d'une espèce de consultation performantielle. Je me suis dit, Frédéric va être consulté, moi aussi, par la force des choses. Nous étions les 2 principaux acteurs, maîtres d'œuvre du Val-de-Loire à l'époque, depuis des années et des années. Et j'ai appelé M. Stéphane, je lui ai dit, que penserais-tu d'un mariage Frédéric Rolland, Lionel Vier? Il m'a dit, mais ce serait absolument génial si vous arrivez à faire ça. Voilà, ça s'est passé comme ça. J'en ai parlé à Frédéric qui a aussitôt accepté le truc en se disant que c'était effectivement une très bonne idée. Et voilà. Et on va bientôt baptiser. Mais il y a eu une compétition. Il y a un enfant à baptiser prochainement. Voilà. Oui. Il y a eu une compétition. Jean-Pierre et Romain, une dernière question sur le sujet qui vous intéresse le plus. On s'approche de la fin. Une question chacun. Jean-Pierre? Moi, j'avais une question par rapport au niveau de performance énergétique affiché. Qu'est-ce qu'il a manqué pour aller vers un bâtiment énergie positive? Oui, pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout? J'ai pas dit ça. Mais j'ai entendu ça au comité d'experts. Donc voilà, je retraduis un petit peu. On a l'impression que vous êtes juste devant le… Il y a souvent, mais là, je vais répondre de manière un peu générale et autour d'une réflexion qu'on a vraiment en tant que maître d'ouvrage, c'est que souvent, pour aller jusqu'au bout, justement, on rajoute pas mal de techno sur le bâtiment. Entre autres, les panneaux photovoltaïques, mais ça peut être d'autres technos. Et le problème de ces technos, c'est de la maintenance. Justement, on parlait de maintenance tout à l'heure. C'est des coûts de maintenance.
c'est des suggestions de panne. Et nous, on croit, non pas qu'on ne croit pas aller vers les bâtiments énergie positive, c'est pas le sujet. On en a fait, on en fera. Et de toute façon, la trajectoire, c'est d'y aller. Mais on croit aussi à la robustesse. Et on avait besoin d'avoir un siège qui soit aussi dans ces enjeux-là, qui soit pas fait d'une succession de technologies, mais qui soit en lui-même robuste et pérenne, j'allais dire, dans ses résultats. Donc voilà, en effet, il n'y a pas l'affichage énergie positive. Mais, et en prolongement, E plus C moins, en fait, le comité d'experts se demandait si en fait, c'est un bâtiment qui est prêt pour la RE 2020, certainement, mais est-ce que vous l'avez mesuré, que vous étiez en E2, C2, enfin, que sais-je? non, on n'a pas fait le calcul de mesure. C'était pas l'objectif en fait. C'était pas de faire un démonstrateur RE 2020 qu'on connaissait pas forcément et qui est encore en cours de modification. Donc c'était pas l'objectif, même si on pourra très certainement faire le calcul pour apporter un peu d'affichage sur ce thème-là. Romain, ta dernière question. Une dernière question, je vais me faire le porte-voix de William Matalou qui n'est pas présent là. Est-ce que vous avez présenté des cibles HQE? Est-ce que vous êtes certifié HQE ou c'était juste une démarche sur laquelle vous vous êtes appuyé? Non, c'est une démarche sur laquelle on s'est appuyé, mais on est en certification, on est sur le BBCA. Et qu'est-ce que ça apporte de s'appuyer sur une démarche comme celle-là? À quel moment, là, on voit tout à l'heure que nous, on a utilisé la grammaire HQE pour se parler. Qu'est-ce que ça vous a apporté au-delà d'une grammaire? Ce que ça apporte, c'est de s'assurer qu'on n'oublie pas un pendant de la démarche, en fait. C'est surtout ça. On le voit bien, y compris, encore une fois, je reviens à mes dadas du moment, on est en train de réinterroger notre stratégie environnementale au sein de l'entreprise. Et suivant qui on interroge, chacun saute sur une mobilette dans une direction et souvent oublie que en fait, c'est un éventail de sujets qu'on doit traiter. Et le risque, il est grand d'oublier la qualité de vie au travail, d'oublier la qualité de l'air, d'oublier la qualité des nuisances de chantier, parce qu'on a voulu faire du bas carbone et on est à fond sur le bas carbone. Et c'est un peu ce qu'on ressent en ce moment, par exemple, sur le biosourcé, le bas carbone. On est complètement à fond sur le sujet, puis on pourrait avoir tendance à oublier le reste de la lecture environnementale. Donc voilà, ça sert à ça principalement. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprécier votre réponse. Je pense que d'une certaine façon, la labellisation, elle oblige. C'est-à-dire que si on ne l'avait pas eu, on aurait peut-être rapidement pris la tangente. C'est aussi simple que ça. Par facilité, par paresse, par manque de motivation. Et donc là, il y avait des jalons qui nous guidaient et ça nous a permis d'aller au bout. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est positif. Dernière question, peut-être un peu technique, je ne sais pas qui peut y répondre, mais est-ce que quand on est BBCA, en fait, de facto, c'est à peu près l'équivalent d'un C2 dans E plus C-? Est-ce que c'est un truc à vue de nez ou c'est quasiment sûr? Oui. Je pense qu'on peut penser, oui. Oui, c'est ça, mais c'est vrai que je n'ai pas les chiffres qui permettraient… je pense même que c'est un petit peu au-delà, mais bon. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait voter notre public. Donc là, normalement, les porteurs de projets tremblent parce que c'est le moment le plus… voilà, les gens vont dire s'ils pensent que votre projet peut faire partie du panorama construction durable en Pays de la Loire. Donc, vous avez dans l'onglet sondage, à côté de chat, il y a un petit point rouge qui a dû s'allumer tout à l'heure. Vous avez un sondage et en fait, c'est hyper compliqué. Il faut répondre oui ou non. Non, il fait partie de la construction durable et oui, il en fait partie. Donc, bon, je vote alors, hein, c'est ça? Et en plus, je ne peux pas vous empêcher de voter. Donc, si vous voulez voter, vous pouvez voter. Non. On va rester sur la ligne de l'entreprise. En toute transparence, nous ne voterons pas. Parfait. Pour tout vous dire, pour le moment, on est à 100%. Donc, ça rappelle des belles époques. Ah non, heureusement, ça y est, on est descendu à 92%. Donc, je vous donnerai les résultats dans quelques instants. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques personnes qui ne sont pas convaincues. Moi, je le vois comme ça. Heureusement, il en faut. Pierre Grange, merci beaucoup. Lionel Vier, Jérôme Desposés.
Merci. Et puis, on va poursuivre la rencontre avec un autre projet tout aussi emblématique de la région angevine. Alors, il va falloir qu'avec le PowerPoint, qu'on revienne un tout petit peu en arrière. Jean-Pierre, tu es resté avec moi, c'est très bien. Alors, voilà, hop, c'est avant la pause. Et donc, il faudrait que notre intervenant vienne nous rejoindre. Je ne sais pas si Laura a pu faire ce qu'il fallait. Je vois que ça bouge. Voilà. Voilà, la question c'est est-ce qu'on m'entend? Moi, j'entends tout le monde, je pense qu'on me voit. Et on vous entend, monsieur. On m'entend, bon, ben, c'est parfait. Alors, la question qui a été résolue, je ne sais pas très bien comment parce qu'on n'a pas changé grand-chose, mais on a appuyé sur quelques boutons, ça, voilà, ça fonctionne. OK. Donc, merci beaucoup d'être avec nous. Et en plus, comme vous avez assisté à une première séance, vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Vous avez 20 minutes pour présenter la démarche de rénovation de cette résidence du Mont d'Urville à Angers. Et puis, on aura une quarantaine de minutes d'échange avec les deux de la salle. À vous la parole. D'accord, merci. Donc voilà, je vais vous présenter la résidence du Mont d'Urville, donc qui est une rénovation, on va dire énergétique, mais bien au-delà en fait, bon, comme toutes les, enfin en tout cas comme la plupart des réhabilitations des immeubles issus des grands ensembles hein, qui nous arrivent des années 60 en ligne directe. Bon, c'était le cas. Là, nous étions donc en présence de 5 tours pratiquement identiques qui avaient subi, bien sûr, au fil du temps, un certain nombre de travaux d'entretien courant, de remplacement des menuiseries, de réhabilitation, mais qui n'avaient pas subi de véritables mutations pour s'adapter non seulement aux exigences thermiques, énergétiques de l'époque, mais aussi à l'évolution des usages. Donc voilà, Angers-Loire Habitat donc, a souhaité, bien sûr, qu'on obtienne de nouvelles performances, mais a souhaité faire de ce patrimoine quelque chose qui s'ouvre à on va dire, à une diversification sociale, parce que ce qui se passe, c'est que les grands ensembles des années 60, si on les laisse aller de leur propre vie, finissent par produire de l'exclusion. Hein. C'était un petit peu le cas. C'était, je pense, alors nous, on est Rennais, on voit ça un petit peu de loin, mais les Angevins, je pense, connaissent. Alors, on avait ce patrimoine qui est particulièrement visible, exposé. Bon, dans un quartier que nous, on estime bien équipé, qu'on estime valorisant pour un tas de raisons. Hein. Il y a la ligne de tramway, il y a tout un tas d'équipements sociaux. On a un petit peu tout ce qu'il faut pour y vivre bien, mais il y avait je pense, on était en voie de ségrégation sociale dans ce patrimoine. Bon, alors, bien sûr, les loyers on était en tout cas le reflet, puisque je pense qu'on était parmi les plus bas loyers. Donc, on avait, voilà, donc une fois qu'on a dit ça, on avait 5 thèmes principaux à traiter. Bon, il y a le thème de l'enveloppe, il y a le thème ensuite des communs, le thème de la technique avec lié aussi à comment dirais-je, notamment les ascenseurs. Il y avait la sécurité incendie. On devait s'occuper aussi des logements avec des améliorations sur les prestations de pièces d'eau, notamment l'installation de douches. Bon. Et on avait, l'autre thème, c'était aussi les espaces extérieurs, bien qu'on soit quand on voit le plan de masse hein, du patrimoine vu de haut, il est dans un contexte relativement vert et boisé, il est qualitatif, mais voilà, c'était le 5e thème à traiter. Alors là, la diapositive, on va présenter un petit peu les acteurs hein, les acteurs du programme. Bon, bien sûr, j'ai dit Angers-Loire Habitat. Donc, qui a soumis le programme en consultation sur une consultation négociée, donc avec la remise d'une note d'intention, donc en vue de la dévolution comme ça. Donc, nous avons fait équipe avec Alteria, hein, qui est un BET pluridisciplinaire bien connu.
Ensuite, ben, je vais directement, puisque bon, on a fait une consultation en entreprise générale, ça c'était aussi une volonté, pas forcément dans les habitudes initiales d'Angéloire Habitat, mais qui était rendu, de l'avis de tous, qui était rendu nécessaire par la gestion du chantier en site occupé, puisque on avait, voilà, on n'a même pas eu de mise en œuvre de logement relais, on a travaillé vraiment, on va dire, chez les gens. Voilà, on avait besoin d'une équipe qui soit habituée à fonctionner de cette manière-là. Donc ensuite, il y avait quelques co-traitants, voilà, pour le désamiantage, pour la charpente métallique et plomberie, chauffage, ventilation. Alors, bon, voilà, la fiche technique de l'opération, ben, on a quand même 26 600 mètres carrés de surface habitable. On est à un coût global de 14 millions et demi pratiquement, et une durée de chantier ben, de 28 mois, enfin, dont 3 de préparation, donc ce qui nous fait quand même 2 ans. Donc, ce rythme, alors peut-être qu'on aurait pu en suivre un peu différent, mais ce rythme a été choisi aussi de manière à ce qu'on puisse être à échelle humaine, on va dire, par rapport à la population. On ne voulait pas quelque chose, enfin, le bailleur notamment ne voulait pas quelque chose de trop rapide, de trop brutal. Il fallait aussi que que ce soit pas un chantier qui soit trop impactant sur la vie du quartier. Et la date de livraison, en fait, on va y arriver, hein, puisque là, au mois de juillet, je pense qu'on va terminer la dernière tour. Sur l'image, on voit, elle s'appelle tour numéro 2, hein, sachant qu'on a commencé par la tour numéro 10, donc, qui est la plus en bas à droite sur le plan de masse. La qualité de vie, moi je reviens, on voit un petit peu le quartier, hein, cette parcelle sur laquelle sont ces tours, ça forme un peu la figure de proue du quartier qui effectivement rassemble un maximum d'immeubles d'une certaine stature. Enfin là, on a des tours qui sont identiques, qui ont 14 niveaux chacune. Alors, c'est pas toujours quelque chose de ressenti comme une qualité, la typologie en tour comme celle-là. À notre sens, c'en est quand même une, parce que dans le quartier de la Roseraie, on le voit d'ailleurs tout en bas à droite, là, on est juste en bordure de la zone maraîchère qui s'étend jusqu'en bord de Loire, et donc on a une qualité de paysage perçue depuis le logement qui est juste inégalable. On n'a jamais ça dans les bâtiments bas, enfin, on a une toute autre ambiance. Alors, il y a quelques inconvénients, on est un peu exposé au vent, donc on verra aussi plus tard pourquoi et comment on a pu gérer ça. Donc, on peut peut-être tourner la diapositive. Voilà. Donc, sinon, vous avez accès à… Alors, je peux moi-même tourner les pages. Ouais, je vois la petite flèche, voilà. Donc, oui, parce que, donc, voilà, le contexte, je l'ai déjà présenté, donc je vais passer, Alors, sur le programme, donc, on va d'abord passer on est sur dans les espaces communs, parce que, je reviendrai un peu plus tard aux façades et aux espaces privatifs. Donc, là, on est sur les espaces communs qui faisaient partie du programme, avec la gestion des entrées notamment, qui est un sujet important, hein, dans ce type de programme. Donc là, on a les ensembles d'entrées qui sont avec le contrôle d'accès, et on a revisité complètement les halls d'entrée en essayant de leur donner de la luminosité, de l'espace, et en faisant rentrer les matériaux aussi qui ont été utilisés en façade à l'intérieur pour une continuité de cette qualité. Là, on est sur des céramiques qui habillent les pieds d'immeubles et qui viennent rentrer dans les halls.
Donc, une fois qu'on a, alors voilà, on va rentrer maintenant un peu dans le vif du sujet, enfin, quel sujet le plus important, parce que le constat, quand on a commencé à s'intéresser, à décortiquer le fonctionnement des logements, on s'est notamment aperçu d'une chose, c'est que quelle que soit la typologie, la taille des séjours était la même. Et la cuisine était sensiblement faite de la même façon, sauf pour les très petits logements. Donc, on est parti sur une recherche non seulement de qualité, de propreté, de traitement, on va dire, cosmétique, enfin des équipements, des pièces d'eau notamment, mais bon, de donner un usage, une fonction supplémentaire au logement et de donner des mètres carrés utilisables aussi d'une manière ou d'une autre. Alors voilà, les images que l'on a là représentent la loggia que chacun, je ne sais pas si on voit mon curseur, hein, on avait une bande de 90 cm à peu près de balcon loggia devant chaque logement, avec un décroché, une particularité, c'est que disons, l'écriture architecturale de ces tours était faite de différents redans avec une épaisseur dégressive vers les pignons. Donc, l'opportunité a été de supprimer l'un de ces redans et de retraiter, alors à la fois de réécrire complètement la façade, mais pas que pour la réécrire. L'idée, c'était aussi de réécrire en redonnant de l'usage. Donc, on a, voilà, ce qu'on a pu créer, c'est élargir. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais en fait, c'est important. On a élargi de 30 cm les surfaces extérieures, ce qui change beaucoup de choses parce que quand on a 1,20 m, on peut mettre une petite table, on peut mettre des chaises, on peut vivre dehors. Et on a profité de cette augmentation de la surface pour créer un jardin d'hiver qui a à la fois une fonction d'usage, mais qui permet de donner des mètres carrés couverts, fermés, supplémentaires, en tant que non seulement sas thermique, mais aussi espèce de module entre la cuisine et le séjour. Donc, une fois qu'on a… Oui. Marc, il vous reste une dizaine de minutes, Oui, et il ne faut pas oublier que examiner suivant les 4 angles. Ouais, d'accord. Bon, je termine rapidement hein, sur ce traitement individuel des façades. Donc ensuite, on a cherché à comment dirais-je, à filtrer aussi les vues et les regards qui se passent à la fois depuis le logement et qui se passent depuis l'extérieur, à savoir que les gens mettent des choses aussi sur leur loggia, des choses comme ça que l'on ne souhaite pas forcément voir, tout en ayant envie de voir l'extérieur. Donc voilà, on est sur des mailles en perforé à 50% qui permettent cette double fonction. Donc voilà, ici on voit cette façade qui a été relissée, qui a été du coup en essayant de lui redonner une allure résidentielle contemporaine et de quitter un peu cette image de logements sociaux. Donc ici, voilà, rapidement, un petit flash hein, sur les prestations qu'on a pu mettre à l'intérieur. Donc tous les équipements sanitaires ont été remplacés, notamment dans les cuisines, les robinetteries, les choses comme ça. Et peut-être la chose la plus significative, c'est qu'on a mis des ensembles de douches quand même à la place des baignoires, du coup, qui donne aussi un sentiment de confort avec cette grande cabine de douche qui fait 1,40 m en général. Donc, très confortable. Donc, ensuite, on revient sur l'environnement et la performance environnementale. Donc, là-dessus, on avait des façades en béton issues directement de la construction, alors qu'avaient été, on avait à l'époque, les petites pattes de verre qui avaient été recouvertes d'un enduit, enfin, on avait pas mal de choses comme ça, mais les caractéristiques d'isolation thermique, notamment, n'avaient jamais été touchées depuis la construction. Donc là, on voit sur la petite vignette, on voit les 5 tours, alors qui étaient identiques à quelques nuances près, c'est-à-dire qu'elles étaient chacune identifiées par une couleur primaire, jaune, bleu, rouge, vert,
Et c'était un des grands défis quand même de cet ensemble de 5 tours différentes. Il y a eu pas mal de discussions avec Angéloire Habitat sur le fait de comment on allait gérer cette similitude et comment on allait en même temps les différencier. Donc, alors le traitement qui a été proposé, on est parti aussi on a cherché un matériau qui puisse présenter des qualités de durabilité importantes, parce que faire un beau projet le jour de la réception, c'est une chose. Avoir un projet qui soit toujours satisfaisant au bout de 10 ans ou 15 ans, c'est encore autre chose. Donc, le produit retenu, c'est un aluminium, un sandwich aluminium, hein, qui est vulgairement appelé, commercialement appelé Alucobond, pour citer les marques les plus connues. On a aussi, alors sur ce choix de matériaux, donc il y avait la durabilité, il y avait la qualité, bien sûr, la qualité plastique, hein, donc on a choisi plusieurs degrés de réflexion, c'est-à-dire qu'on a du mat, satiné ou brillant, de manière aussi à avoir des façades qui, selon la lumière ambiante, soient toujours différentes. Et on se rend compte aujourd'hui alors qu'on est en train de on est en train de travailler sur la 5e tour, c'est une réalité en fonction de l'état du ciel, de sa couleur. Selon qu'on a un ciel bleu, gris, nuageux, on a des façades qui sont vivantes et qui sont différentes, bien qu'animées du même calpinage qui se répète, mais avec un dégradé de ton, c'est-à-dire qu'on part d'une tour pratiquement noire, qui a pu d'ailleurs effrayer un peu les gens, parce qu'on a commencé par celle-là. Alors les gens ont un peu peur, en disant vous allez faire des tours noires. On nous a même opposé la notion d'îlot de chaleur, de choses comme ça, qui en fait n'a pas lieu d'être, parce qu'on a un matériau sans grande inertie thermique. Et aujourd'hui, on est en train de terminer par la tour qui est en gris aluminium, donc qui est extrêmement claire. Donc ici, on voit le matériau composite, hein, qui fait 4 mm, qui ne stocke pas la chaleur. Et donc, c'est un bardage relativement classique, par ailleurs, sur ossature métallique. Sachant qu'on a aujourd'hui, avec les nouvelles normes d'IT 249, on n'a pas énormément de choix, puisqu'on est forcément sur des matériaux incombustibles. Donc, on a droit aux matériaux minéraux ou métalliques, en gros. Alors, cette façade nous permet un gain énergétique. Le programme nous demandait de faire du BBC rénovation. On n'était pas dans quelque chose de très révolutionnaire. En réalité, la solution proposée nous permet de gagner quand même pas mal, puisqu'on est, au lieu des 80 kWh, on arrive à 65, donc on est quand même, on n'est pas dans des performances de bâtiment neuf, mais on est quand même assez confortable. Autre aspect voulu dans cette opération, c'est le sujet de la gestion de l'économie circulaire. Alors que le grand thème en réhabilitation, c'est la réduction des déchets. Donc là, le calpinage avec des panneaux de surface importante et qui sont subdivisés en différents panneaux nous ont permis notamment de travailler le taux de chute. Alors le taux de chute, c'est bien sûr une économie pour la réalisation du projet, mais c'est aussi une économie pour l'environnement, puisque tout le déchet qui n'est pas produit, c'est un gain direct, quoi. On a eu à faire aussi, on a réalisé aussi le maximum de préfabrication hors site, puisque on a des précadres complets, hein, qui sont réalisés en usine et qui sont amenés directement et posés. On n'assemble pas quatre pliages d'aluminium ou d'acier, on arrive avec un cadre complet, ce qui permet aussi une grande régularité dimensionnelle.
Donc, les panneaux également de bardage sont prédécoupés, ce qui permet un confort de travail aussi pour les compagnons, ce qui permet une grande qualité de finition, puisqu'en usine, on sait faire beaucoup mieux que de couper de manière aléatoire sur site. Donc voilà, ce chantier, donc ça, enfin le thème, ça s'appelle zéro déchet. Donc voilà. Ensuite, bon alors ça, je suis pas le meilleur spécialiste pour détailler le circuit de valorisation, tout ça, puisque ça c'est l'entreprise Bouygues qui a mis au point toute cette gestion des déchets. Mais toujours est-il qu'on a voilà ce qu'on appelle un chantier zéro déchet. Le management responsable, alors ça, c'est plutôt du côté aussi enfin, c'est un partenariat entre le bailleur et nous, puisque le projet ne s'est pas fait sans une série de réunions publiques pour présenter le projet, pour tenir compte des remarques des locataires. On a aussi réalisé un logement témoin qui a permis aux gens de s'exprimer. Parfois, les locataires ont une meilleure expertise que nous parce qu'ils connaissent les forces et les faiblesses de leur logement. Ils ont des avis sur les finitions. Et enfin, l'interlocuteur dédié au sein de l'entreprise qui est une personne clé pour que le chantier se passe bien. Donc là, c'est une personne qui est présente pendant toute la durée du chantier, qui permet d'avoir la fameuse présence physique est quand même beaucoup mieux que tout autre moyen pour les locataires. Voilà. Oui, la maquette numérique. Alors, on a bien sûr, on a travaillé. Alors, bon, dire qu'on a fait un BIM de niveau, de très haut niveau, c'est beaucoup de choses parce que c'était l'époque où, voilà, il faut resituer dans le contexte. On était encore dans le début de la mise en place de la démarche BIM. Ceci dit, c'est un projet donc réalisé sous Revit, ce qui nous a permis une communication aussi avec l'entreprise et une mise au point des détails techniques voilà, beaucoup plus performantes. La performance donc économique et sociale, alors le coût, on avait déjà parlé. Alors le coût, alors il est différent de celui que j'avais donné tout à l'heure. Il n'est pas différent, mais cette fois le coût de 17 millions, c'est le tout de dépenses confondues. Faut pas oublier qu'il n'y a pas que les travaux qui coûtent dans la réalisation d'un programme. Donc ça nous met à 54 000 € par logement. Donc c'est une valeur que moi, je vais appeler moyenne. On fait des réhabilitations avec moins d'argent, mais on fait moins de choses. On peut aussi aller jusqu'à 100 000 €. Voilà. Bon, après, je ne vais peut-être pas détailler. Simplement qu'il y a eu deux œufs. Oui. On laissera ça au dialogue avec oui, vos voilà, experts. C'est des données un peu bien conclure, Marc. Oui, voilà. Je passe donc la synthèse pour arriver à la conclusion. Donc voilà, on est la réhabilitation thermique, c'est jamais, faut jamais que ça vienne tout seul. C'est une mutation, enfin souvent à l'échelle de 30 ans sur un patrimoine. Donc ça, forcément, ça doit s'accompagner d'une amélioration d'usage et bien sûr d'image pour l'ensemble du quartier. Donc là, après, les enseignements, ce sont les choix des matériaux, l'anticipation, le traitement des déchets, puis l'implication des locataires tout au long du chantier, puisqu'ils sont particulièrement impliqués, puisque pendant 2 ans, quand même, ils vivent dans le chantier. Petit chiffre, quand on fait de l'isolation comme ça, en moyenne, on met 7 chevilles dans le béton au mètre carré. Voilà, je vous laisse faire le calcul, mais ça en fait dans les oreilles. Ce sera une de nos questions, je pense, mais on va tout de suite demander aux 2 experts, Romain Marten et Jean-Pierre Ducos, de nous rejoindre. Et comme c'est Romain qui a posé la première question tout à l'heure, on va demander à Jean-Pierre de préparer sa question. Sur quel sujet tu as envie de réagir, Jean-Pierre ? Oui, j'avais une question qui s'adresse peut-être plus au maître d'ouvrage, mais je pense que M. Vittel aura des éléments de réponse. C'est sur un projet d'une telle envergure, comment le maître d'ouvrage prend sa décision? Est-ce qu'il y a une étude d'opportunité, de faisabilité en amont? Parce qu'avant de choisir un bureau d'études, une agence, une solution technique,
je suppose qu'ils ont été confrontés à des problématiques de coûts d'intervention. Donc, est-ce que vous avez des éléments par rapport à ça sur le processus de décision en amont? Alors, la question, déjà, peut-être tout en amont, c'est comment il va cibler tel ou tel patrimoine, déjà. Ouais. Alors, j'ai les éléments que moi, le maître d'ouvrage répondrait certainement mieux que moi, mais ce que j'ai un petit peu quand même peut-être évoqué au départ, c'est que il y avait on va dire, une espèce de dérive, une paupérisation de la population. Enfin, c'était quelque chose qui était quand même ressenti. Le quartier, en gros, un bailleur, il a des alertes quand, par exemple, on va avoir des candidats au logement qui vont refuser d'aller dans tel ou tel patrimoine. Il y a puis bon, il voit bien aussi les problèmes de gestion que ça pose. Ce qu'on sait, c'est que pour que ça reste, notamment que ça reste à peu près propre, le bailleur avait un effort énorme à faire. C'est-à-dire que on est arrivé visiter ce site, il n'y avait pas de déchets par terre ni de choses comme ça, mais c'est pas par hasard, c'est parce que le bailleur faisait vraiment un effort pour maintenir un petit peu à bout de bras la tenue du site. Donc forcément, quand un site commence à être difficile à tenir, à la fois dans la façon dont se comportent les gens, la propreté, les incivilités, le refus de venir, c'est qu'il est temps de se repositionner. Je ne sais pas si ça répond à la question. Mais... Et après, sur l'enveloppe, parce que comme vous le disiez, parfois on est sur 50 000, parfois on est un peu au-delà. C'est le niveau de subvention qu'ils ont obtenu qui permet d'établir l'enveloppe qui vous sera donnée ensuite? Oui, alors ça appartient, le niveau d'investissement mis appartient bien entendu au bailleur. Bon, là, on voit bien que c'était déjà un enjeu assez important. D'ailleurs, l'enveloppe, elle a quand même un petit peu progressé au fil des études. Hein, quand on a un peu fait un premier jet on a évalué toutes les prestations qui ont été demandées dans le programme, qu'on les a mises bout à bout, puis on a fait un total, on était un petit peu au-delà quand même du budget initial, mais Angéloire Habitat n'a pas, à un moment donné, n'a pas rechigné devant l'effort, on va dire. Voilà, ils avaient aussi des envies de bien faire. Je peut-être dit, par exemple, le parement là qu'on a pu mettre, la Lucobon, il anticipait, parce que ça s'est trouvé à une période charnière, le niveau de sécurité incendie. C'est-à-dire que le terme technique, c'est du A2. On n'était pas obligé de le mettre. On n'était pas obligé, mais le bailleur a dit, moi, la sécurité, c'est pas quelque chose de négociable. Donc, il a fait l'effort qu'il fallait. Pareil, il y a des petites choses qui ont été faites. On a mis des serrures sur les baies vitrées qui donnent sur les loggias. Pourquoi? C'est parce que il y a eu un incident ou un accident qui s'est produit un peu pendant la conception. Il y a un enfant qui est tombé du 10e étage. Heureusement, il s'en est sorti. Mais le bailleur a dit on va pas reculer devant le prix des serrures à mettre sur les baies vitrées pour que les parents puissent sécuriser. Tranquille. Voilà, donc c'est un petit exemple, mais ça reflète l'état d'esprit. Romain, tu avais une question, je crois, dans les débats sur justement le revêtement extérieur et le choix qui a été fait de matériaux. Comme vous en avez beaucoup parlé, Marc, peut-être un petit dialogue là-dessus sur ce revêtement, et tu as des interrogations notamment sur le poids carbone, je crois. Oui, voilà, c'était savoir s'il y avait eu une analyse de cycle de vie qui a été faite relativement. C'est vrai qu'on est dans une démarche où on n'a pas fait beaucoup on n'avait pas notamment beaucoup d'éléments de volet environnemental. Ça a été privilégié un peu par comme ça, mais sans qu'il y ait il n'y avait pas une démarche extrêmement tracée, d'obtenir certains résultats particuliers. Je dirais que le matériau a été plus choisi en fonction de ses qualités de durabilité, de résistance à l'incendie et de qualité architecturale aussi. Ouais.
Alors après, on n'avait pas beaucoup de choix. Hein. De toute façon, on n'aurait pas mis du bois parce que ça aurait été juste refusé par le contrôle technique. Bon, donc voilà quoi. Et en termes d'épaisseur d'isolation, est-ce qu'il y a eu une optimisation technico-économique pour essayer de réduire au maximum les déperditions d'énergie, ou bien c'était du moment que vous avez atteint le niveau BBC? Alors, en fait, on ne s'est pas tout à fait contenté d'atteindre le niveau BBC puisqu'on est allé au 65, voilà, alors bon, au lieu de se contenter des 80, quoi. Donc c'est une optimisation qui a été faite, mais voilà, pour faire mieux que le taquet qui était demandé, quoi. Et tu avais une question aussi sur les ponts thermiques, comme ça au regard, tu as l'impression qu'il y a… Oui, en regardant le plan qui nous a été transmis, apparemment il y a des ponts thermiques qui n'ont pas pu être traités, on imagine, parce que c'est pas simple de les traiter. Est-ce que vous avez quand même essayé de voir dans quelle mesure vous pouviez les traiter, ou c'était vraiment trop complexe dès le début? Alors, les ponts thermiques qu'on pourrait trouver, notamment au niveau peut-être de la partie centrale, parce que dans les parties les plus, en épaisseur réduite, on a peu de ponts thermiques. Voilà, on avait des contraintes notamment de structure pour ajouter compenser un petit peu ce décalage d'épaisseur, tout ça. On a fait appel à une structure métallique qui rendait assez difficile le traitement en même temps des ponts thermiques, quoi. Voilà. Sur toujours d'autres questions techniques, alors peut-être que je passe à un autre point, mais sur d'autres types de performances, la performance acoustique, la ventilation, si vous pouviez un petit peu décortiquer les choix que vous avez pu faire et si vous avez par exemple retravaillé la ventilation. Oui, alors je suis pas le mieux, voilà. Malheureusement, j'ai pas le thermicien d'Alterea, voilà, pour ce genre de sujet. Bon, la ventilation, on n'a pas, simplement, on l'a amélioré. Il y a une VMC assez classique là-dessus et on n'est pas allé chercher des systèmes sophistiqués. Voilà, on a une VMC simple flux classique là-dessus. Voilà, pas grand-chose à en dire à mon sens. Et sur l'acoustique, parce que quand on fait des rénovations de cette sorte, parfois ça aggrave ou ça fait apparaître des questions d'acoustique qui n'apparaissaient pas avant. Est-ce que vous avez eu un acousticien à vos côtés? Oui, alors c'est l'acousticien. L'acoustique, c'est traité aussi par le BE, hein, qui intègre un peu toutes les. Voilà. Bon, là-dessus, on a bien sûr, on a des menuiseries qui sont classiques dans leur performance, alors thermique, bien entendu, hein, pour obtenir le BBC ou même mieux que le BBC. Par contre, qui ont des performances acoustiques. On n'est pas sur des voies classées particulières, donc on est resté dans les sur les taquets habituels. Voilà. Alors après, sur l'acoustique extérieure, on ne cherche pas non plus à aller trop au-delà de la nécessité, parce que sinon on va renforcer les bruits, la perception des bruits intérieurs, et du coup, on se tire une balle dans le pied. Ça veut dire que ces bâtiments-là ne sont pas très faciles à traiter quand même. On aurait rajouté 20 000 € du logement, hein, si on avait voulu traiter. Bon, en même temps, ils ne sont pas catastrophiques parce que on est sur un système de plancher chauffant. Donc, on a quand même des dalles pleines dans lesquelles circulent les serpentins d'eau chaude. Donc, on a des planchers qui ont une certaine masse. On n'est pas comme certaines tours, on a des poutrelles lourdies avec l'embourg des parquets bois, quoi. On est quand même, voilà. Donc, on n'est pas non plus sur quelque chose de trop pénible. On n'est pas si mal. Et une dernière question sur les performances, qui peut-être vous serez plus à l'aise, vous, en tant qu'architecte, sur les menuiseries et l'éclairage naturel. Dans le jury, moi j'ai entendu, dans le jury d'experts là qui s'est réuni, j'ai entendu deux choses. D'un côté, première réaction, c'est ils ont dû perdre un peu en lumière naturelle, et non, ils en ont gagné. Alors au bout du compte, est-ce que ce calcul-là sur la lumière naturelle, d'abord, est-ce que ça fait partie de vos choix?
Et ensuite, quels sont les gains ou les pertes que vous avez pu mesurer par rapport à ce qui existait? Ouais. Alors, je pense que on avait des parties en lambris-bois, tout ça, donc on a gagné un peu de surface de vitrage. On a ajouté par contre des volets roulants, des choses comme ça. Enfin, on a un petit peu rabaissé, donc je pense que, alors je ne saurais pas dire si on en fait plus ou moins, mais on n'a pas sensiblement modifié. Enfin, ce qu'on a surtout tenu, c'est à ne pas dégrader. Bon, on est quand même sur des logements assez lumineux, hein, parce que c'est un peu l'avantage des tours, c'est on a rarement enfin, les tours peuvent se masquer un petit peu entre elles, mais globalement, on est quand même bien éclairé, quoi. Donc voilà, on a filtré un peu la lumière aussi. On a voulu toutes les parties garde-corps, elles sont filtrantes. Enfin, c'est de la perforation à 50%. C'est un compromis à la fois sur les vues et la réciprocité des vues. Hein, quand les gens mettent bon, faut pas se leurrer. Il y a des gens qui mettent des vieux cartons, des trucs comme ça sur le. Eh ben, on arrive à un résultat où on les perçoit à peine. Enfin, on perçoit qu'il y a de la vie, que c'est habité, mais on n'a pas d'effet inesthétique non plus, quoi. Donc, mais pour oui, revenir à la luminosité, je pense qu'on a peu modifié les conditions préexistantes. Jean-Pierre, est-ce que tu as une autre question? J'avais plutôt une question conclusive. C'était est-ce que vous avez déjà des retours des locataires et une expression sur le confort de vie, de cadre de vie suite à ces aménagements? Alors, pour l'instant, on a quand même, oui, enfin, c'est un peu informel. Hein, je pense qu'il sera utile de penser, puisqu'on arrive quand même maintenant vers un recul relativement suffisant. Moi, le retour, enfin, en croisant comme ça, voilà, de manière totalement inopinée des locataires, en écoutant ce que disent les gens qui travaillent, enfin les gens de l'entreprise, hein, le retour est bon. Enfin, pour moi, c'est favorable. Mais je pense que c'est vrai que ce sera utile essayer d'avoir un sondage, enfin d'avoir un questionnement un peu plus détaillé pour savoir ce qui plaît, ce qui plaît pas. Bon, ce que j'ai su aussi, c'est ça, c'est l'effet au départ de la tour noire qui interrogeait un peu, enfin, mais qui a complètement disparu en voyant apparaître les autres tours et en les gens s'apercevant qu'il y a ce jeu de dégradé. Après, sur le confort, je pense qu'on a eu, oui, on a des retours très favorables aussi, parce qu'il y a déjà des gens qui ont passé l'hiver, alors qu'avant, ils avaient des logements où ils n'atteignaient pas les températures de confort. Alors, ils vont peut-être même se plaindre en disant qu'ils ont trop chaud. Bon, mais ça, il y a un équilibrage final des températures qui est à faire. Hein. Voilà. Et puisqu'on parle des usagers, vous étiez en site occupé, vous l'avez évoqué un petit peu avec leur relation avec les habitants, etc. Mais comment est-ce que vous y êtes pris, comment s'est prise l'entreprise Bouygues Bâtiment Grand Ouest pour réaliser ce chantier en site occupé? Vous disiez tout à l'heure, vous aviez percé je ne sais plus combien de chevilles au mètre carré de façade, c'est ça. Ça doit pas être, quand bébé dort, ça doit pas être génial. Et oui, ça, on en est hyper malheureux pour les gens, mais malheureusement, on n'a pas trouvé d'autres moyens pour fixer le complexe. Bon, c'est simple, hein, dans l'organisation du chantier, il y a une personne qui est là du début à la fin du chantier, qui est l'interlocuteur, ou l'interlocutrice, parce qu'en général, c'est souvent une femme, hein, que les gens peuvent, ils ont une personne physique à qui ils peuvent parler, prendre des rendez-vous, tout ça. Donc, alors ce chantier-là, moi j'y vais, c'est une de mes collaboratrices qui va le plus souvent, mais je vis la même chose, hein, sur un chantier où j'étais encore ce matin à Nantes, et voilà, il y a une personne dédiée dont le rôle est la relation locataire et qui fait ça très très bien. Donc c'est très, il y a une gestion humaine, hein, qui s'occupe de renseigner les gens, qui s'occupe des clés, de tous les rendez-vous, tout ça.
ce qui est compliqué souvent sur les chantiers, on pense que semaine 12, le bardage va arriver, et puis en fait, il arrive que la semaine 14. Mais ça, c'est pas grave sur un chantier normal. Oui. Mais pour les locataires, ça doit être très important de leur dire lundi ça démarre, et si c'est mercredi. Oui, alors le bardage, c'est très important, mais à la limite, ça se fait sans eux. Ce qui est beaucoup plus important, c'est le cycle de travaux dans les logements. En général, on essaye d'organiser sur une semaine. C'est-à-dire que voilà, il y a un planning, et puis il y a chaque logement, en général, on essaye de commencer un lundi. Donc voilà, puis là, justement, la personne chargée de la relation locataire va dire lundi on arrive, on fait telle chose, on démonte, on démonte la baignoire, on remonte, en général, les installations sanitaires, on essaye de les refaire très très vite pour avoir le minimum d'intervention, d'interruption de service en tout cas. Bon, les lavabos, ça va assez vite, on sait faire quand même un lavabo dans la journée. Les douches, c'est un petit peu plus compliqué, hein. Remplacer une baignoire par une baignoire, c'est simple, ça se fait bien, les gens ne sont pas sans baignoire. Bon, les WC, ça se fait vite, voilà. Il y a un cycle, voilà. Alors, ça commence même avant parce qu'il y a une visite préalable, il y a un état des lieux qui se fait avant l'intervention proprement dite, c'est-à-dire qu'on rentre dans le logement, on fait une photo 360 de chaque pièce où il y a une intervention. On convient avec les gens, je ne sais pas s'il y a des difficultés, je ne sais pas, quelqu'un qui travaille de nuit, quelqu'un qui a des animaux, quelqu'un qui a… Voilà, il y avait un sujet très sensible, c'est les pathologies. À la période Covid, les gens qui avaient une pathologie particulière, c'était un sujet. Donc, on fait un état des lieux. Par exemple aussi, parfois, on a des cuisines équipées que les gens ont posées. Donc, on convient que les gens y tiennent et puis on décide. On rentre dans le logement avec le bailleur également. Puis on dit, la cuisine équipée, on la garde. Bon. Donc, voilà, c'est noté dans l'état des lieux. Après, on n'a qu'un système de tablettes et qui nous sert de l'état des lieux à la réception d'ailleurs. Et donc, on convient des choses et on les respecte en général. Un petit débat sur les coûts, parce que donc on a Christine Forestier qui s'interroge si les 54 000 € par logement sont complets, s'ils comprennent par exemple aussi le désamiantage d'origine. Mais je crois que Romain avait aussi une question sur les coûts et notamment rapporté au mètre carré. Oui. Alors, je n'ai pas fait le calcul, on a donné le nombre de mètres carrés, je n'ai pas fait l'opération. Alors, nous, on l'a fait. Romain, tu te souviens quel avait été ton résultat 540. Oui, c'était 540 € du mètre carré. 540 je crois. Oui, c'est ce qui résulte. Alors, ça dépend si on parle du… Alors, il y a le coût… Bon, si on prend le toutes dépenses confondues ou le coût de travaux, je ne sais pas lequel. Vous avez pris lequel J'ai dû prendre le coût de travaux. Le coût de travaux, les 15 millions, je dis 1,5 million pour faire simple, mais voilà, c'est ça. Oui. Alors, c'est… Oui, et la question, c'est, ça vous paraît… Voilà, est-ce que pour vous… comment est-ce que vous le positionnez? Est-ce qu'on est sur un certain équilibre? Est-ce qu'on est sur de la qualité sur qualité, un peu en dessous? Et pour répondre à la question de Christine Forestier, quelle est la part de l'amiante dans ce coût-là? Oui, alors, dans ce type de réhabilitation, on est souvent, quand on cherche à donner le plus de prestations possibles aux locataires, on n'est pas dans la traque systématique de l'amiante, c'est-à-dire qu'on utilise des procédés, quand on va mettre par exemple des revêtements de sol, on va mettre ce qu'on appelle le click system, c'est des revêtements qui sont que posés, qui sont réglementairement admis. On met des systèmes, des sols plombants, pour parler autrement. Alors, bien sûr, on essaye de travailler en sous-section 4 au maximum, parce que d'abord, on ne pourrait pas, dans les logements, il faudrait vider les logements pour faire plus. Donc, voilà, on a un coût amiante, mais qui, je ne saurais pas le donner, mais
j'ai envie de dire, qui n'est pas très élevé parce que justement, on a plus une stratégie de contournement que de volontarisme de purger totalement l'amiante dans un patrimoine comme celui-là. Je pense je ne sais pas, on y mettrait 20 000 euros par logement, rien que pour les sols, par exemple, quoi. Et le constat, il est de plus en plus difficile, c'est-à-dire que plus on cherche de l'amiante, plus on en trouve. Donc, globalement, souvent, il y en a pratiquement partout, c'est-à-dire que, bien sûr, il y en a dans les sols, il y en a sous les faïences, il y en a dans les enduits de débulage sur les voiles, il y en a dans les joints de menuiserie, il y en a partout, quoi. Donc, à un moment donné, c'est plus le contournement qui prévaut. Alors, ça conduit parfois, il faut dire, à des choses pas toujours faciles, parce que, par exemple, refaire les embellissements, on ne va pas pouvoir tout décaper, tout arracher pour faire quelque chose comme neuf, quoi. C'est vrai que ça pose des limites, mais bon, mieux vaut, à notre sens, donner de l'usage. Avoir travaillé sur les surfaces extérieures des logements, comme les loggias, qui apportent une vraie, on pense quand même une vraie qualité. Hein. Les gens peuvent vivre dehors ou semi-dehors ou dedans. Ils ont des, on leur donne de l'usage plus que de leur enlever l'amiante, finalement, ils ne le voient pas. Après, on va passer à un autre sujet. Vous avez choisi d'atteindre du BBC Rénovation, vous l'avez fait avec F Énergie. C'est une démarche, quand on fait une labellisation, qui est toujours un peu contraignante. Est-ce que vous pouvez nous raconter le processus et justement la contrainte, le coût et l'intérêt forcément d'avoir été jusqu'au bout de la démarche? Oui, alors là, je suis… Bon, c'est pas mon sujet où je suis le plus à l'aise, parce que c'est vrai que c'est Alterea qui a beaucoup travaillé sur ce point-là, et nous, les architectes, en gros, on voit ça d'un petit peu plus loin. Donc là, je vais vite aller dire des bêtises, quoi, si je m'aventure là-dessus. Voilà. D'accord. Mais on avait une nouvelle question sur les travaux. Ça, je pense que vous avez un peu parlé tout à l'heure, mais on voudrait recreuser un petit peu sur les spécificités de faire des travaux en site occupé dans une période Covid. Comment est-ce que ça se passait entre les compagnons sur le chantier, les personnes, les résidents? Alors, vous disiez, il y a parmi les résidents des gens qui sont qui ont des pathologies, tout ça. Des pathologies particulières. Et est-ce qu'ils arrivaient, vos compagnons arrivaient en cosmonaute? Comment ça se passait, quoi? Bon, alors, très clairement, il y a un an, on a arrêté de rentrer dans les logements. Hein. C'était personne, à l'époque, personne ne savait trop comment faire. Donc, du coup, il y a eu pas mal de réunions en visio. Que fait-on? Il y avait beaucoup de discussions avec tous ceux qui pouvaient avoir un mot à apporter. À la fois l'entreprise, heureusement, qui est quand même une entreprise qui connaît bien les procédures de sécurité, le SPS, nous. Pendant 2 ou 3 mois, on a arrêté de rentrer dans les logements, quoi. On a travaillé sur les façades, ce qui posait moins de problèmes. La gestion du Covid était dans l'entreprise, mais comme un chantier neuf, quoi. Donc, on a fait comme si on était sur un chantier neuf, et puis petit à petit, ensuite, on s'est adapté pour, à un moment, il a fallu revenir dans les logements quand même, mais on a eu du retard. Ouais. Vous avez suivi la démarche Energy Sprong. Vous diriez que c'est assez éloigné de ce qu'on aurait à faire en Energy Sprong? Alors là, oui, là, on n'est pas du tout dans la démarche Energy Sprong. Que par ailleurs, on est sur un sujet qui n'a rien à voir. Donc, la différence, c'est que dire? On pourrait, si on tirait les enseignements de la démarche Energy Sprong,
On a quelques parentés, c'est-à-dire que bon là, on a quand même essayé d'avoir des éléments industrialisés. Je parlais des précadres et des choses comme ça. Je pense qu'on peut parler des éléments de serrurerie aussi dans la partie centrale de la façade, hein, qui sont fabriqués le plus possible en atelier. Ensuite, on a de la pose de bardage qui reste assez, peut-être pas traditionnel, mais qui est, voilà, c'est du fait sur site. Donc, on n'est pas dans l'énergie Sprong au sens où, dans un monde idéal, l'énergie Sprong, on arrive avec des camions, des grues, et voilà, et tout est fait, on fixe tout sur les façades en quelques jours, quelques semaines, mais selon l'échelle du projet. Mais voilà, donc il y a une réflexion, effectivement, quand il y a eu la visite à laquelle je n'ai pas pu assister, il y a quand même des gens qui étaient, cet exemple de fabriquer les précades, par exemple, interpellait certains, d'ailleurs, dans le sens où ils ont pu dire, nous, on trouve ça super bien, mais on n'a pas encore réussi à le faire moins cher que fait sur place. Et puisque fait sur place, ça m'amène pour moi une dernière question, puis je vais donner après la parole à nos deux experts pour chacun leur dernière question. C'est le taux de réduction des déchets, parce que vous en avez parlé un petit peu là dans la présentation, Oui. Mais en fait, au bout du compte, est-ce que vous avez fait plus que ce qu'on fait d'habitude sur les déchets, et est-ce que vous avez pu le mesurer? Oui, alors j'ai un chiffre, oui, je ne sais plus, de 15% de déchets. Alors par contre, nous, on est, comment dire, toutes ces opérations-là, on a un peu l'habitude, c'est vrai, de les faire avec des grands groupes comme ça qui, en général, ont l'habitude, je veux dire, là, ils le font de manière peut-être un peu plus poussée, mais ce matin, j'étais sur un autre chantier, on a fait le tour du secteur déchets, c'était assez optimisé aussi, quoi. D'une manière générale, c'est vrai que les bennes à déchets, on les a regardées. Il y avait par exemple le secteur amiante, il y avait 4 big bags d'éviers, par exemple. Bon, parce que là, les éviers, oui, c'est un sujet, on enlève avec la plaque, comment dirais-je, la plaque d'insonorisation là, de l'évier, on traite l'évier en sous-section 3, mais après l'avoir extrait en sous-section 4, voilà. Mais c'est pareil, dans le système de bardage, etc., on est souvent avec ces entreprises-là, on est souvent dans du zéro déchet, c'est un but ultime, mais on est dans du très peu de déchets. Merci. Alors, Romain, ta dernière question. Allez, c'est une dernière question climat qui sera du 2 en 1. Est-ce que vous avez évalué la baisse des émissions de gaz à effet de serre en plus de la baisse de la consommation d'énergie? Et parallèlement, est-ce que vous avez fait attention au confort d'été? Puisqu'on sait que c'est une des problématiques qui va subvenir avec l'adaptation au dérèglement climatique. Oui, alors je ne sais pas si on l'a donné dans la documentation je ne sais pas si c'est là, alors sinon je ne vais pas l'avoir de tête. La valeur, le chiffre, je ne vais pas savoir le donner comme ça. Bon, par contre, oui, le confort d'été, ça, je sais un peu mieux répondre, dans la mesure où déjà, alors, il y a plusieurs notions qui rentrent en ligne de compte. On a le simple fait d'être en isolation par l'extérieur, déjà, on va jouer davantage sur l'inertie, bien entendu. Donc, c'est des bâtiments assez massifs qui ont quand même pas mal de béton. Bon, avec les limites que ça a, parce qu'au bout d'une certaine période de canicule, une fois que la chaleur est rentrée, elle est rentrée. Donc voilà. Ensuite, le traitement des façades avec cet écran métallique contribue quand même, surtout en période chaude, on a quand même, ça joue un rôle de brise-soleil quand même, puisque les vitrages sont en retrait. Donc
oui, et voilà. Et puis la question, alors, enfin, j'ai évoqué parce qu'on nous avait un peu attaqué à un moment là-dessus sur l'îlot de chaleur et le matériau, quoi. Mais on a en fait, la couleur noire, notamment ou foncée du revêtement. Nous, on pense que c'est anecdotique dans la mesure où c'est un bardage ventilé quand même. Donc, on a un matériau à faible masse quand même, c'est très léger, et qui est ventilé, donc est ventilé avant l'isolant, quoi. Donc, je pense que ce sujet-là est très marginal. Bien, on aura oui, la peau du bardage pourra ponctuellement être très chaude, mais sans qu'il y ait de masse. Jean-Pierre, alors, à voir quand même, j'ai en souvenir la Cité Congrès de Nantes avec ce granit gris où il semble que derrière le granit, il y ait des températures assez fortes qui montent, mais évidemment, ce n'est pas le même type de matériau, mais c'est la couleur qui vient quand même absorber cette température. Donc, je pense que c'est ça que les gens ont en tête, ils savent que ça arrive. Donc là, le matériau lui-même étant isolant, ça ne devrait pas arriver de la même façon. Jean-Pierre, ta dernière question? Alors, c'était une question maître d'ouvrage, donc M. Vittel ne va sûrement pas pouvoir répondre. Oh. Une question dans la présentation de l'incidence sur les loyers. Et donc, on posait la question si le maître d'ouvrage a engagé ses travaux, c'est que derrière, il y a un objectif de performance énergétique et sans doute de réduction des charges, notamment des charges de chauffage. Oui. On a bien vu qu'il y avait une réflexion sur l'incidence sur les loyers. Donc, on aurait aimé avoir un peu les éléments de débat et de clés de répartition entre gains énergétiques et augmentation des loyers pour sûrement absorber une partie du. Oui, avec la fameuse troisième ligne de quittance. Enfin, voilà, c'est. En quelque sorte. Oui. Oui, alors là, je n'ai pas de détails précis là-dessus à donner. Ouais. Mais oui, il y a, clairement, il y a une répercussion, oui, sur, voilà. Et oui. On peut imaginer que ça se justifie par finalement une certaine montée en gamme du logement, donc du loyer. Il y a une montée en gamme du logement, de la prestation, et il y a une réduction des charges, donc qui justifie, oui. Alors, la réponse, elle est oui, hein, il y a une incidence. Par contre, la valeur précise, je ne pourrais pas vous la donner. Très bien. Merci beaucoup. Alors, comme tout à l'heure, on va demander à nos participants de voter pour savoir si Dumont-d'Urville fait partie désormais du panorama de la construction durable en Pays de la Loire, notamment pour cette rénovation atteignant le niveau BBC Finergie. Donc, vous avez le petit onglet sondage et comme c'est tout aussi compliqué que tout à l'heure, vous avez à répondre soit oui, soit non et ne se prononce pas. Donc, à votre avis, est-ce que le projet de la résidence Dumont-d'Urville peut intégrer le panorama de la construction durable en Pays de la Loire? Donc, on vous invite maintenant à répondre. Je voulais fortement remercier Marc Vittel qui s'est acharné à venir nous rejoindre alors que les outils le ramait contre la technique avec lui. Et donc, merci beaucoup. Et puis, un grand merci à nos 3 experts, parce que là, vous en avez vu 2, mais ils ont travaillé en trio. William Matalou, Jean-Pierre Ducos et Romain Martin, qui ont, comme vous le voyez, alors, ne mésestimez pas, toutes les questions que j'ai posées, en fait, c'est leur travail à eux. C'est-à-dire que je suis leur porte-parole, y compris quand je pose les questions. Sans eux, je ne pourrais poser aucune question. Donc, merci à tous les 3. On se donne rendez-vous pour un prochain C'est Positif sur les lieux de l'enfance en Loire-Atlantique le 18 mai prochain. Ce sera en ligne vraisemblablement encore, mais peut-être à la dernière minute, on pourra le basculer en présentiel. Et je vous donne le résultat du vote. Alors, je ne sais pas pourquoi je vois apparaître. Ah si, parce qu'il y a le C'est Positif, oui. Mais j'ai plein de votes, là je ne m'y retrouve plus du tout, Laura. Donc pour donner le résultat, si tu peux l'écrire dans le chat, ce serait parfait. Merci beaucoup. Bonne soirée à toutes et à tous. Et bonne Assemblée Générale au CAUE de Loire-Atlantique. Et à très bientôt. Merci.
Loire-Atlantique, oh, horreur. Enferré damnation. C'est la saison des âgés, on va tous y passer. Donc. Donc, le CIE du Maine-et-Loire, en Anjou. Bonne assemblée générale et à très, très bientôt. Merci, au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.